Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver comme chaque mois pour une nouvelle édition du JT de Ramboli News avec toute l'équipe pour revenir sur les actualités de ce mois et sur des lieux culturels, des événements locaux et j'en passe. Voici tout de suite le programme de ce mois de mars 2025. Tout d'abord, ce seront les actualités en bref. Quels sont les événements qui ont marqué ce mois de mars 2025? Vous saurez tout dans quelques instants. On passera ensuite aux rubriques et Joanne Chambaud nous parlera de l'exposition Game Story qui a lieu en ce moment à Versailles, une rétrospective de l'histoire des jeux vidéo depuis les commencements jusqu'à nos jours. On parlera également du Mardi Gras. Pourquoi se déguise-t-on à cette occasion? Vous vous êtes sûrement déjà posé la question. Eh bien, on reviendra là-dessus dans cette édition, toujours avec Joanne Chambaud. Et puis on accueillera Romane Cordy-Poisson qui, comme chaque mois, viendra nous parler des sorties cinéma en ce mois de mars 2025. Rendez-vous tout à l'heure. On reviendra aussi sur l'histoire du Palais du Roi de Rome, un édifice rambolitain particulier qui a été construit sur ordre de Napoléon pour célébrer la naissance de son fils, le roi de Rome. Une naissance tumultueuse également, on fera le point tout à l'heure. Et enfin, nous recevrons sur ce plateau Christophe Coupé, consultant digital interne en entreprise, qui nous parlera de sa collection de vieux ordinateurs, mais également de son métier, entretien à découvrir en fin d'édition. Voilà pour le programme et on commence tout de suite avec les actualités en bref. Pour commencer, on va parler d'une exposition au pôle culturel de La Lanterne. On vous parle régulièrement des événements culturels qui y ont lieu et justement cette fois-ci, l'expo vous propose de découvrir les témoignages de différents musulmans albanais ayant porté secours à des juifs recueillis par un homme du nom de Yad Vashem. L'exposition Bessa, un code d'honneur était visible du 14 au 29 mars. Chaque année, de nombreuses commémorations marquent la vie à Rambouillet et dans ses environs. Le 19 mars à 11 h a eu lieu au monument aux morts de la ville une commémoration liée à la guerre d'Algérie. En effet, le 19 mars est la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie, ainsi que des combats en Tunisie et au Maroc. Le week-end du 22 mars s'est tenue une fête pas comme les autres, celle des bergers, de la tonte et de la laine. Et de très nombreuses activités étaient proposées au public, comme par exemple des démonstrations de tonte, des balades en calèche, un marché des artisans créateurs ou encore une visite de la bergerie. Destinée aux petits comme aux grands, cette fête de la tonte et de la laine a eu lieu les 22 et 23 mars. Vous le savez sûrement, cela fait plusieurs années que la ville de Rambouillet n'a plus de cinéma. C'est le pôle culturel de La Lanterne qui assure les projections de films en attendant la construction d'un nouveau cinéma. Et justement, une réunion d'information a eu lieu le 24 mars à La Lanterne et la propriétaire du futur cinéma en a profité pour présenter les différentes phases du projet. Et enfin, le semi-marathon annuel de Rambouillet s'est déroulé le dimanche 16 mars 2025 et c'est Antoine Rondeau des Foulées de Saint-Germain-en-Laye qui a remporté ce semi-marathon. Il aura mis 1 h 8 minutes et 48 secondes pour boucler le parcours de 21,1 km. Plus de 3000 participants étaient présents à cette course, dont 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le semi-marathon de Rambouillet ou sur les autres sujets dont je viens de vous parler, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site internet de la mairie de Rambouillet, rambouillet.fr. À présent, place aux rubriques avec, pour commencer, Joanne Chambaud. Bonjour Joanne, et aujourd'hui tu vas nous parler d'une exposition qui a lieu actuellement à Versailles. Bonjour Stanislas, en effet la ville de Versailles et l'association MO5 présentent l'exposition Game Story, la plus grande rétrospective vidéoludique jouable en Europe. Elle se tient du 19 octobre 2024 au 13 avril 2025 à l'ancienne poste de Versailles qui a été récemment réhabilitée. Cette exposition retrace 70 ans d'histoire du jeu vidéo, mettant en lumière une centaine de machines et plus de 500 jeux emblématiques. Depuis Tennis for Two, le premier jeu vidéo au monde en 1958, en passant par la première borne d'arcade Computer Space de 1971 et bien évidemment Pong et les premières consoles de jeux Atari, Nintendo, Sega, jusqu'aux dernières consoles, revivaient 70 ans de jeux vidéo en manipulant plus de 100 machines mythiques. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir ou redécouvrir l'évolution du jeu vidéo, des premières consoles aux bornes d'arcade en passant par les micro-ordinateurs. Les petits comme les grands peuvent profiter de ces espaces emblématiques redécorés pour l'occasion. Étant moi-même un grand fan, je vous la conseille vivement. Des lieux interactifs et les termes spécifiques à ces domaines sont expliqués dans les moindres détails. Tout est retracé dans ces lieux. C'est donc une culture qui s'ouvre à vous.
Eh bien, merci beaucoup Johan, et juste après on aura l'occasion de reparler d'histoire de l'informatique avec notre invité, ce mois-ci Christophe Coupé. On va parler culture maintenant et on va revenir sur l'origine du Mardi Gras. D'où vient cette étrange tradition ? Alors tout d'abord, si vous pensez que cette fête est d'origine chrétienne, détrompez-vous, la religion chrétienne a bien joué un rôle dans tout ça, mais à l'origine, dans l'Antiquité romaine, cette fête célébrait la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. On en profitait pour organiser des fêtes où on mangeait beaucoup et on se déguisait pour célébrer le renouveau de la nature. Et donc, quelle a été l'influence de la religion chrétienne sur ça ? En fait, le Mardi Gras est associé à l'entrée dans le carême, cette période de 40 jours durant laquelle il faut peu manger. On profitait de cette journée pour vider les réserves de nourriture et consommer ce dont on allait être privé. Et si on se déguise, c'est parce que le Mardi Gras est considéré comme un jour où tout est permis. On peut passer outre les contraintes sociales comme la bienséance. Et je terminerai avec un petit peu d'étymologie. Le mot carnaval vient du latin carnelevare, qui signifie enlever la viande, autrement dit entrer dans le carême. Eh bien merci beaucoup Johan, et je te dis à dans un mois. Du cinéma tout de suite avec Romane Cordier-Poisson. Alors Romane, quels sont les films à ne pas manquer de ce mois de mars 2025 ? Bonjour Stanislas. Alors, pour commencer, je vous propose Mickey 17. Malgré les apparences, ce film parle absolument pas de l'univers enfantin que l'on connaît tous. Ce film de science-fiction est mélangé à de la comédie. Pour Mickey, mourir est une habitude, car il est inconsommable. Engagé volontaire pour tester les dangers auxquels est soumis l'humanité. En cas de décès, il se trouve régénéré avec la plupart de ses souvenirs. Mais que se passerait-il si Mickey 17 survivrait à Mickey 18 ? Nous rencontrons maintenant dans un autre univers fantastique avec Blanche-Neige en live action, réalisé par Mark Webb, avec Rachel Zegler dans le rôle titre et Gal Gadot en méchante reine. Dans le film Novocaine, lorsque la fille de ses rêves est kidnappée, Nate, un homme ordinaire, transforme son incapacité à ressentir la douleur en force inattendue dans son combat pour la retrouver. C'est un film de Dan Berk et Robert Olsen. Et le dernier film est un drame d'espionnage. Dans Insider, George et sa femme Catherine sont des légendes de l'espionnage. Lorsqu'elle est soupçonnée de trahison, George est confronté à un dilemme ultime. Son mariage ou la loyauté envers son pays. C'est un film de Steven Soderbergh. Merci beaucoup Romane. Et tu vas nous parler maintenant du Palais du Roi de Rome, un bâtiment assez méconnu qui se trouve en centre-ville de Rambouillet. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce palais ? Construit en 1784 sous Louis XVI, le palais du roi de Rome était destiné au fils de Napoléon Ier, surnommé par rapport à son titre. Situé à Rambouillet dans la rue du Général de Gaulle, il servait de résidence officielle, bien que le jeune prince ne l'ait jamais réellement occupé. Ce bâtiment, caché parmi la rue commerçante, mêle le style classique et néoclassique. Il reflète l'ambition impériale de Napoléon et abrite aujourd'hui un musée, des expositions sur l'histoire locale et napoléonienne. Ce lieu patrimonial attire de nombreux visiteurs passionnés d'histoire et d'architecture. Sur ces 2 étages, gratuits et sans réservation. Actuellement, le Palais du Roi de Rome, à Rambouillet, présente l'exposition Les Cités-Jardins, dans une certaine idée de bonheur, qui se déroule du 1er février au 25 mai 2025. Cette exposition nous apprend les cités-jardins en Île-de-France, mettant en lumière leur histoire, leur architecture et leur impact sur le cadre de vie urbain. Merci Romane et à très bientôt. Et on reçoit à présent Christophe Coupé, consultant digital interne en entreprise sur ce plateau. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour. Alors j'explique, quand même t'es mon père, Voilà, il faut le dire. Et pendant de nombreuses années, tu as constitué une collection de vieux ordinateurs et aussi leurs accessoires. Alors pourquoi avoir commencé cette collection et surtout, comment est-ce que tu l'as constituée ? Oui, alors ça a commencé très tôt parce que j'ai commencé l'informatique à l'âge de 11 ans, c'était en 1981. Ouais. Et j'ai gardé quelques machines, mais vraiment pas beaucoup parce qu'il fallait vendre les machines pour en acheter d'autres. Mais j'en avais conservé 2. Et après, on vieillit, puis il y a
la Madeleine de Proust qui arrive, hein, c'est-à-dire que quand on revoit les ordinateurs qu'on a bien aimés avant, bah, on a envie de les avoir. Et donc, je travaillais chez Bouygues Télécom à l'époque, et j'avais passé une annonce sur l'intranet de Bouygues Télécom en disant, bah voilà, si vous avez des vieux ordinateurs des années 70, 80, 90, bah, donnez-les-moi, et puis moi je les garderai, je voudrais faire une collection. Et j'ai eu plein de gens qui m'ont donné des ordinateurs, même le directeur de l'informatique de l'époque, Alain Moustard, qui m'a confié son premier Apple II et son premier PC. Donc j'en étais très fier. Et aujourd'hui, j'ai eu environ une quarantaine de machines, mais comme tu l'as précisé, avec les accessoires, avec des livres, avec des revues. Avec tout ce qui va avec. Avec tout ce qui va avec, voilà. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous présenter quelques-uns de ces micro-ordinateurs et aussi nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont de différent avec les appareils qu'on connaît aujourd'hui? Ah bah avec plaisir. Alors, je vais commencer par celui qui me touche le plus, c'est le ZX81. Alors ceux qui vont regarder la vidéo vont se dire, ah, moi j'ai connu ça aussi, mais quand ils avaient mon âge, hein, donc voilà. Donc ZX81, c'était un ordinateur qui était vraiment accessible à l'époque, 500 francs. Donc c'était quelque chose qui était vraiment accessible. Il n'y a pas vraiment de clavier, hein, c'est complètement sensitif. Mais touche à membrane. Voilà, touche à membrane. Celui-là, c'est vraiment mon premier. Je l'avais vendu et quasiment 20 ans plus tard, la personne à qui je l'ai vendu me l'a rendu. Et il n'avait jamais utilisé, hein, parce que c'était compliqué à utiliser. On programmait en basique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ZX81, tel qu'il est là, il a 1 kilo-octet de mémoire. Donc de mémoire vive, 1 kilo-octet. Donc mon ordinateur récent aujourd'hui, il fait 32 gigas. Donc ça fait 32 millions de kilo-octets. Donc dans l'ordinateur aujourd'hui, il y a 32 millions fois plus de mémoire vive que ça. À l'époque, celui-là, par exemple, au niveau graphique, il n'y avait quasiment rien. On avait du texte écrit en gros. Il n'y avait pas du tout d'image. Et le deuxième ordinateur que j'ai eu, c'est le Commodore VIC-20. Qu'on voit ici. Alors là, grosse nouveauté, il y a un vrai clavier. Donc je me sentais vraiment entré dans le monde des grands. En mémoire, j'ai triplé la capacité, 3 kilo-octets. Formidable. Et puis au niveau graphique, c'était légèrement mieux, mais pas top. Donc ça, c'était un ordinateur, le Commodore, c'est une célèbre marque. Oui. Le grand frère, Commodore 64, il s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Tout le monde en avait un à l'école, en tout cas. Donc c'est quelque chose qui a bien marqué. Ce qui est important de comprendre en tout cas, c'était qu'à cette époque-là, il y a eu énormément de marques, énormément de modèles, tous incompatibles les uns les autres. Donc même sur une même marque, les différents modèles n'étaient pas compatibles entre eux. Et donc on pouvait rien en faire en fait. Bah c'était compliqué, il fallait toujours racheter quelque chose, donc c'était compliqué. Il y a IBM qui a cassé le game, comme on dit, en 81. Il arrivait avec une machine qui se voulait compatible, donc il a instauré une espèce de norme. Il s'est laissé copier. Donc c'était pour que tout le monde adopte cette norme-là, surtout en entreprise. Et aujourd'hui, les ordinateurs qu'on a dérivent un peu de ça. À l'époque, on appelait ça des compatibles PC. On ne dit plus ça maintenant, mais à l'époque, c'est ce qu'on disait. Et puis, il y a une autre marque qui a cassé le game aussi. C'était Apple. Donc Apple est arrivé en 1976. Oui. Donc c'est très vieux. Et en 1976, ils ont vendu le tout premier Apple, qui était finalement une carte mère brute, sans rien. Donc il fallait bricoler son clavier, etc. Ça s'est vendu à quelques exemplaires. Et puis ils se sont dit, ouais, ça se vend tellement bien, on va en faire un mieux brandé. Oui. Donc là, c'est le patron hein, qui est arrivé, qui a fait quelque chose de mieux. Et c'est l'Apple II qui s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires. Alors de 1977 à 1993. Donc on voit quand même que c'est quand même assez énorme. Donc voilà, donc en tout, voilà un peu tout ce qui s'est passé dans le monde de l'informatique dans ces années-là, qui étaient quand même des années pionnières. Clairement. Alors, il y a un an, tu avais eu l'opportunité d'organiser une exposition sur l'histoire de l'informatique à l'école de la Louvière, à l'école primaire de la Louvière. On pouvait admirer ta collection. Je vous propose de regarder un extrait. Nous vivons actuellement dans un monde où l'informatique tient une place prépondérante à tous les niveaux de la société. Sur nos bureaux, dans nos téléphones, dans nos voitures. Pour les enfants, l'informatique, c'est principalement les jeux vidéo et les smartphones. Mais que savent-ils vraiment de l'histoire des ordinateurs ? C'est pour leur raconter cela que Christophe Coupet a organisé une exposition sur les anciens ordinateurs à l'école primaire La Louvière de Rambouillet, en exposant sa propre collection d'ordinateurs des années 70 à 90.
Alors, l'exposition dans une école, pour moi, c'était très important, tout simplement parce qu'on a affaire à un public très jeune qui n'ont vraiment pas connu cette période des premiers micro-ordinateurs. Donc, on a tout un parcours ici dans cette expo où on commence l'histoire à partir du XVIIe siècle avec la Pascaline du mathématicien Pascal. Et puis, on progresse en parlant des premiers grands ordinateurs des années 40 jusqu'à tous les premiers micro-ordinateurs qu'on voit dans l'expo. On aborde l'histoire, l'aventure d'Apple, on voit la télématique, on voit les jeux vidéo. Donc voilà, on a vraiment un parcours et je trouve que c'est intéressant parce que, encore une fois, les enfants ne connaissent pas. Alors la réaction des enfants est très intéressante, on a beaucoup de questions, j'étais très étonné parce qu'on a quand même énormément de questions. On a beaucoup de réactions d'étonnement, d'amusement. Et puis, il y a plusieurs réactions très intéressantes. Ah bah oui, je connais, mon père m'a montré ça dans le grenier, mon grand-père en avait un. Donc, certains enfants connaissaient vraiment le sujet ou avaient déjà vu certaines de ces machines-là. Et c'était surprenant pour moi, mais de façon générale, ils ont vraiment découvert. Au cours d'un grand circuit de visites, les élèves découvrent l'histoire de l'informatique au travers de différentes thématiques, en commençant par la Pascaline, une machine à calculer créée par Blaise Pascal en 1642, les premiers ordinateurs des années 40 à 60, les premiers micro-ordinateurs grand public, jusqu'aux premiers jeux vidéo, en passant par l'aventure Apple, la télématique, ou encore l'histoire du stockage et des données. Une exposition très enrichissante pour les élèves. Eh bien écoutez, je les ai trouvés très captivés, très attentifs, curieux de toutes ces machines qui leur sont pour la plupart inconnues. Certains ont dit « Ah, mais il y a ça chez papy, mamie ». Voilà, donc évidemment, ils ont bien reconnu les traces du passé. Vous-même, est-ce que vous avez appris des choses au cours de cette exposition sur l'histoire de l'informatique? Oui, bien sûr, j'ai appris des choses. C'est-à-dire que j'ai revu des éléments informatiques que j'ai connus dans ma jeunesse, puisque moi j'ai grandi... Voilà, MO7, TO7 et MO5, c'est l'époque. J'étais plus à l'école primaire, mais enfin disons que j'avais connaissance de ces machines. Par contre, oui, bien sûr, j'ai appris énormément de choses. Alors l'exposition, elle montre que l'informatique, c'est la programmation, c'est pas seulement les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que l'exposition, elle aura donné à quelques élèves l'envie de s'intéresser au sujet? Oui, certainement. Oui. Effectivement, les élèves, plus que les adultes probablement, voient l'informatique par les réseaux sociaux, par les jeux vidéo. Mais effectivement, probablement certains d'entre eux auraient été attentifs. C'est Monsieur Perronin, le directeur de l'école La Louvière, qui a accepté le déroulement de l'exposition dans son établissement. Il n'a pas rechigné à donner un petit coup de main avec son collègue. C'est un grand plaisir d'accueillir ton papa pour cette exposition. On est dans la transmission et c'est ce qui est important que les enfants comprennent à leur âge, que c'est très important de transmettre, de savoir ce qui s'est passé avant et pour voir jusqu'où, pourquoi ils sont autant sur les consoles, sur les portables maintenant. Il y a un intérêt à comprendre tout ça. En 1985, il y avait eu le plan informatique pour tous, 120 000 ordinateurs installés dans plus de 50 000 établissements. En France, on a pu en voir quelques-uns. Aujourd'hui, la technologie, c'est encore plus au cœur de notre société qu'en 85. Mais est-ce que l'informatique s'est évoquée aujourd'hui en école primaire? Je vois que tu es très bien renseigné, félicitations, bravo à toi. Alors effectivement, on commence à parler de code, notamment, un peu. Et le souci que l'on rencontre actuellement, ce sont des inégalités profondes entre les écoles parce que forcément ça a un budget. On a également les soucis de connexion internet parfois, entre des petits soucis de connexion et également au niveau de la maintenance. Donc tout ça, ça a un coût et c'est pas facile. Donc il est vrai que actuellement, je pense que c'est plus au collège où on va aborder de manière plus approfondie. Nous, on se concentre en tout cas à l'école de la Louvière à comprendre, à les sensibiliser sur les dangers notamment de cet outil merveilleux qu'est l'informatique et Internet notamment. Alors,
Je crois savoir que vous aviez eu un ordinateur étant enfant. De quel ordinateur s'agissait-il et quels souvenirs vous en gardez? Alors effectivement, j'en ai eu plusieurs et ils sont juste derrière toi. J'en aperçois deux dont je me souviens le plus. Alors l'Atari 520 ST de mémoire, tu me diras. Oui, c'est ça. Et l'Amstrad juste là, le CPC 464. Donc j'avais la chance d'avoir, j'étais dans les traces de mon grand frère qui effectivement avait ces petites bêtes là, ces deux joujoux. Et j'en profitais bien évidemment dès qu'il n'était pas dessus. La collection de Christophe Coupet est constituée d'une quarantaine d'ordinateurs de toutes marques et époques avec leurs accessoires. Et certaines de ces machines fonctionnent encore. Alors cette collection, elle s'est constituée presque malgré moi. J'avais commencé à garder les premiers ordinateurs tout au début. Et puis quelqu'un m'a rendu mon ZX81, mon tout premier ordinateur, et du coup ça m'a donné envie d'avoir les autres ordinateurs que j'avais connus. Et puis à l'époque je travaillais chez Bouygues Télécom et j'ai passé une annonce pour demander aux collaborateurs de Bouygues Télécom de me donner les vieux ordinateurs qui traînaient dans leur grenier. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai constitué toute cette collection qu'on voit aujourd'hui dans cette expo. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet digital-retro.fr où vous pourrez découvrir tous les détails concernant l'histoire de l'informatique. Alors nous vous donnons rendez-vous peut-être pour une prochaine expo. Alors, cette exposition, c'est pas la première que tu avais organisée sur le sujet, mais alors comment ça s'est passé et surtout, est-ce que tu as d'autres projets en tête pour l'avenir? Alors, il y a eu plusieurs expositions. En 2013, j'ai fait ma première exposition chez Bouygues Télécom. Alors j'étais très angoissé, je me suis dit est-ce que ça va intéresser les gens? J'ai fait ça au Technopole de Bouygues Télécom. Ce que j'avais oublié, c'était que c'était rempli d'ingénieurs, d'informaticiens, etc. Donc je commençais à peine à déballer les machines, que j'avais déjà des gens autour de moi à regarder. Ça a été une journée incroyable, vraiment tout le monde était ravi, donc c'était formidable. En 2015, j'ai fait une exposition à Cambrai, dans ma ville natale, pour une association qui s'appelle Cambrai Amitié. Donc on a fait une grande exposition sur tous ces sujets. D'ailleurs tu étais là, Oui. tu étais tout petit à l'époque mais tu m'as aidé, tu as même présenté des ordinateurs si tu te souviens bien. Oui, je me souviens. Voilà, donc c'était formidable. Et puis plus récemment en 2023, j'ai fait une exposition à l'école de la Louvière, Oui. donc juste à côté où tu as été scolarisé et où ta sœur a été scolarisée à ce moment-là. Et ça a été formidable parce qu'il y a eu cet échange avec les enfants qui ont découvert des ordinateurs qu'ils n'avaient jamais vus. Certains les avaient vus parce que leurs grands-parents ou leurs parents en avaient parlé, mais c'est la première fois qu'ils le découvraient vraiment, donc c'était vraiment intéressant. Donc moi, j'adorais faire des expositions. Le problème, c'est que j'ai des malles extrêmement lourdes. La dernière fois, j'ai voulu le faire tout seul, j'ai regretté. Oui. Et donc maintenant, je suis ouvert à toute exposition, mais avec de l'aide, parce que sinon, c'est pas possible. Il faut un renfort logistique. En Oui, fait. exactement. Alors, je t'entends souvent dire que pour toi, la connaissance de l'informatique, c'est important dans le domaine dans lequel tu travailles. En quoi est-ce que c'est important de savoir tout ça? Alors, la connaissance de l'histoire de l'informatique est importante, c'est ça. Pourquoi? Parce que moi, mon travail, c'est d'être consultant en transformation digitale interne des entreprises. Donc c'est un mot un peu savant. Plus clairement, disons que j'aide les entreprises à adopter des nouveaux outils qui permettent d'être plus efficaces, plus agiles, plus rapides. Et puis il y a surtout aussi il y a un plaisir de travailler aussi qui est amélioré, il y a un bien-être qui est amélioré. Parce qu'on n'a plus plein de tâches à faire qui sont complètement inutiles. Et donc on arrive à se lâcher un peu et à baisser un peu ce qu'on appelle la charge mentale, on va dire. Voilà, donc c'est des outils qui s'appellent Microsoft 365. Alors certainement les gens connaissent un peu mieux avec Teams par exemple. OneDrive, c'est des choses que les gens connaissent un peu. Donc il y a une vingtaine d'outils. Et moi j'accompagne les entreprises là-dedans. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on m'explique que c'est une révolution. C'est impossible de changer des habitudes tellement c'est complexe, c'est nouveau, c'est complètement incroyable. Et ce que j'aime faire, moi, c'est toujours, grâce à cette histoire de l'informatique, c'est ramener les gens dans l'histoire de l'informatique des années 80-90, quand l'ordinateur est arrivé dans les entreprises. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, l'ordinateur, personne ne savait ce que c'était. Oui. Personne n'en avait à la maison. Tout d'un coup, des gens qui travaillaient avec la machine à écrire, le crayon, le stylo,
on leur enlève tout ça, on leur met un ordinateur qui avait même pas de souris à l'époque, avec des logiciels qui n'étaient pas du tout conviviaux. Copier un fichier, il fallait faire du copy C to B avec du DOS, donc c'était très très compliqué. Et pourtant ils y sont arrivés. Donc je veux leur montrer qu'aujourd'hui c'est une évolution. Oui. On monte une marche technologique, on va dire, mais la vraie révolution, c'est nos parents, nos grands-parents, moi aussi un peu à l'époque, qui l'ont vécu. Mais justement, et tu viens d'en parler, ça reste compliqué de faire adopter les nouveaux outils aux entreprises encore actuellement, et pourtant elle a réussi dans les années 80. En quoi c'est plus compliqué aujourd'hui? Alors, il y a plein de raisons. La première raison, c'est, j'en ai un peu parlé, c'est que aujourd'hui, on travaille avec, les entreprises travaillent avec les messageries d'entreprise, le serveur de fichiers, c'est des choses que les entreprises connaissent depuis 35 ans quasiment. Donc c'est ancré dans l'ADN. Aujourd'hui, c'est un totem. Toucher à ça, c'est un sacrilège. Quand on explique aux gens qu'on peut travailler autrement, c'est pas possible. C'est tellement ancré dans l'esprit que c'est pas possible. Donc, le premier sujet, c'est un peu ça. Ce qui nous amène aussi à parler du frein au changement. C'est-à-dire que c'est une façon, enfin c'est la réaction naturelle de l'être humain qui recherche l'équilibre. L'équilibre, c'est ce que je connais. L'équilibre, c'est ce qu'on fait depuis tant d'années. Et donc, on essaie de garder un peu cet équilibre-là. L'autre raison un peu qu'on a de tout ça, c'est un peu le manque de culture qu'on a dans les entreprises, ou même au plus haut niveau, où quand on parle de tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui existe et qui permet de changer les choses, souvent les dirigeants comprennent pas, ils n'ont pas le temps de regarder. Et puis, mais par contre, il y a quand même l'intelligence artificielle qui arrive, rien que ça. Qui va complètement bouleverser les choses. Oui, qui bouleverse en tout cas, qui change pas mal de choses. Et puis il y a tous les outils dont je parlais qui sont même pas encore adoptés. Il y a l'intelligence artificielle qui se met au-dessus. Donc ceux qui prennent du retard, ils en prennent encore plus maintenant. Donc voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi un manque de temps. Ça, c'est flagrant, c'est-à-dire que les employés, quand on va dans les entreprises, ils ne se tournent pas les pouces. Et encore plus, je pense, encore aujourd'hui qu'avant, on leur demande beaucoup de choses, d'être plus agiles, plus réactifs. Et quelqu'un m'avait dit, un manager un jour m'avait dit « Monsieur Coupé, je suis persuadé que ça peut nous aider, mais on n'a pas de temps à consacrer pour en gagner. » J'ai trouvé que ça résumait parfaitement ça. Et il y a un autre sujet qui est intéressant aussi, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler en 96, la messagerie était encore quelque chose de nouveau. Il y a plein de gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'une messagerie électronique. Et donc, moi, j'avais eu quasiment un jour à un jour et demi, je ne me souviens plus exactement, de formation à la messagerie. Ah oui. Aujourd'hui, on embauche quelqu'un, on ne se pose même pas la question est-ce qu'il sait ce que c'est une messagerie. On part du principe qu'il le sait. Quelquefois, on se trompe d'ailleurs, parce qu'ils ne savent pas forcément. Mais bon, on part du principe qu'ils savent. Mais on était capable d'investir une journée pour former à la messagerie. Aujourd'hui, quand je présente des vidéos, on me dit mais j'ai pas le temps de regarder les vidéos. Et ça, c'est le dernier effet, c'est l'effet TikTok. Où les collaborateurs, alors pas que les jeunes, mais aussi ceux qui sont plus âgés, ils ont l'habitude de regarder des vidéos, donc ça scrolle, les vidéos durent 30 secondes, et aujourd'hui quand je présente des tutoriels de 10 minutes, on me dit mais monsieur Coupé, vous y pensez pas, 10 minutes, mais tout le monde va décrocher, personne n'ira jusqu'au bout, parce que maintenant les gens ont l'habitude de regarder des vidéos de 30 secondes. Mais moi, désolé, expliquer quelque chose aussi important en 30 secondes, c'est pas possible. Donc tout ça mélangé, fait qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup plus de difficultés à monter la marche qu'on l'a eu finalement dans les années 80, alors que c'était beaucoup plus compliqué. Effectivement. Alors, tu as également créé un site internet pour mettre en avant l'histoire de l'informatique et exposer virtuellement toutes les pièces de ta collection. Ça s'appelle Digital Retro. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors Digital Retro, c'est un site que je voulais faire depuis très longtemps, donc j'ai pris le temps un jour pour le faire. Donc comme tu disais, on retrouve la collection, donc à la fois les machines, les accessoires, tout ce qui est album, tout ce qui est revue, livre. On retrouve aussi l'histoire de l'informatique depuis l'origine du temps avec la Pascaline, la machine à calculer de Pascal. Et on retrouve aussi une rubrique sur les expositions que j'ai pu faire. Oui. Voilà, donc il y a plein de choses dedans et je vous invite vraiment à aller le voir. Ça permet de se rappeler un peu de ce qui existait et puis c'est amusant de revoir toutes ces années pionnières un peu de l'informatique.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir Merci à toi. répondu à mes questions. Je te dis à la prochaine. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet rambolinews.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Et grande nouveauté, cette émission ainsi que les reportages de Ramboli News sont à retrouver en podcast sur Deezer et Spotify. À très vite.